Bonjour tout le monde, salam alaikum. Inch'Allah تكونوا كامل بخير وعلى خير. Donc toujours avec vous, Yasmine Hadj Ahmed, responsable communication d'Emploitique. J'ai le plaisir d'accueillir pour le webinaire d'aujourd'hui intitulé La résilience, arme de construction massive. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Dalila Ben Safar, experte en recrutement, coach et formatrice. Donc, bienvenue, Madame Ben Safar. Merci infiniment de nous accorder de votre temps et d'accorder de votre temps aux candidats. Bonjour Yasmine, c'est avec plaisir que je passe ce temps-là avec vous, avec ceux qui sont connectés. Alors effectivement, il n'y a pas si longtemps, j'étais encore DRH de mon ancienne nouvelle vie, on va dire, et depuis effectivement quelques mois, j'accompagne les entreprises et les particuliers sur un certain nombre de problématiques RH. J'ai eu l'occasion d'aborder le thème de la résilience il y a de cela avec une entreprise qui était intéressée par le sujet. Et je pense que ce sujet touche plus ou moins tout le monde et peut intéresser pas mal de personnes, que ce soit en entreprise, que l'on soit actif ou en recherche d'emploi. C'est une compétence aujourd'hui qui est de plus en plus recherchée. Vous verrez pourquoi aujourd'hui elle est considérée comme une compétence, puisqu'elle est en lien direct avec notre capacité à nous adapter. Donc, on va regarder ça ensemble et je serai ravie de répondre aux questions qui seront posées lors du webinaire. En tout cas, ravie d'être avec vous. Très ravie également d'être parmi nos participants et de partager justement l'écran avec vous, Madame Ben Safar. Donc, en fait, je vais juste expliquer aux participants le déroulement du webinaire. Donc, Madame Ben Safar va présenter le sujet. Donc, elle va parler en fait de la résilience et par la suite, on va poser une question à Madame Ben Safar pour qu'elle puisse en fait éclaircir les points qui ne sont pas clairs pour vous. Voilà. Donc, moi, tout d'abord, une question me vient à l'esprit. Tout d'abord, qu'est-ce que la résilience pour vous? Quelle est votre définition, en fait? Parce qu'en fait, ça peut amener à plusieurs définitions. Ça peut être compris de différentes manières chez tout le monde, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la résilience? Alors, je dirais que ça va pas être ma définition, en tout cas ma compréhension et la façon dont je diffuse la résilience, c'est notre capacité à traverser les moments difficiles et notre capacité à rebondir face à ces moments difficiles. C'est un terme qui actuellement est très galvaudé, c'est-à-dire que depuis quelques mois, comme beaucoup d'autres mots, il est énormément utilisé, on va dire, et a fini par être galvaudé. On voit même que pendant cette crise sanitaire, certains en font un plan de résilience chez nos voisins. Donc, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, et c'est un peu la raison pour laquelle vous voyez cette fleur qui émerge entre le sol fissuré, c'est notre capacité à tous, et on l'a tous, cette capacité de résilience, c'est notre capacité à traverser les moments difficiles de la meilleure manière possible pour pouvoir continuer et pour pouvoir se reconstruire éventuellement. Alors, on le verra ensemble, il y a différentes définitions. Il y a des définitions d'ordre psychologique, puisque au départ, ce sont des recherches en psychopathologie qui ont amené à la notion de résilience. Et un peu plus tard, ce terme est arrivé vers les années 90, vous le verrez, on le verra ensemble à travers les slides, est arrivé dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail de manière générale. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui considèrent que l'une des compétences clés du collaborateur d'aujourd'hui, j'allais dire de demain, mais on est déjà demain, face à la crise qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une des compétences les plus recherchées. Et on va voir ensemble comment aborder cette compétence-là. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, alors je la nomme arme de construction, parce que une fois qu'elle est pratiquée de manière régulière, elle peut apporter un réel bien-être et une réelle efficacité, que ce soit dans son cercle familial ou dans son cercle de vie personnel ou dans son cercle de vie professionnel.
Donc voilà un peu comment je vois la résilience. Et je vous propose d'aborder directement quelques slides et continuer qui ont pu être posés. Très bien. Très Ça bien. vous convient? Ok. Oui. Moi, personnellement, ça me convient. Donc, comme la connexion est un peu lente, donc on risque de recevoir les réponses ou les questions des candidats un peu tardivement. Donc, Pas de souci. je vous invite soit à les attendre, soit à commencer le déroulé de la présentation. Pas de souci. Si les questions arrivent au fil de l'eau, n'hésitez pas à me les poser. Très bien, très, très bien. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on traverse une crise sanitaire. Tout le monde est impacté d'une manière ou d'une autre, que l'on soit en recherche d'emploi, que l'on soit titulaire d'un emploi, mais qu'on soit obligé de travailler de la maison. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes en télétravail. Les projets sont un peu mis en stand-by pour certains et beaucoup se posent la question de se dire qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment dois-je me comporter aujourd'hui? Comment vais-je me comporter par la suite? Comment je vais faire pour m'en sortir? Et tout cela est aussi source d'inquiétude, d'angoisse parfois réelle, un réel inconfort, je dirais aussi psychologique, au-delà de l'inconfort, je dirais physique, du fait d'être privé d'un certain nombre de libertés, etc. Et on verra à travers le sujet de la résilience comment justement essayer d'aborder au mieux ces phases de crise, de moments difficiles que l'on peut traverser. Encore une fois, cette crise est une crise, nous y sommes déjà, bien sûr, mais il y en aura d'autres. Et des épreuves difficiles, nous en traversons tous les jours. Donc, ce que j'essaye de partager là, ce sont des petits tips, des astuces aussi que l'on peut appliquer au quotidien, indépendamment d'une crise aussi forte. Et ça peut être aussi dans des moments un peu moins difficiles, on dira, mais qui restent des épreuves personnelles. Alors, plusieurs postures de possibles lorsqu'on est face à un moment difficile ou à une crise plus fortement. La première posture, c'est je me cache et j'attends que la tempête passe. C'est une posture qui est possible, qui existe, que certains pratiquent. C'est-à-dire qu'on va, vous voyez un peu les petits personnages, je me mets en stand-by, j'attends que la tempête passe, ou je me mets tout simplement en hibernation, je me fais oublier, je reprendrai mes projets lorsque tout cela sera passé. C'est une posture comme une autre. La deuxième, c'est de s'enfermer dans ses peurs et ses angoisses. C'est-à-dire que là, je ne décide pas d'hiberner seul, mais j'hiberne avec mes angoisses. Et vous voyez ce petit bonhomme avec la flaque autour de lui, c'est un peu l'étendue des angoisses et des peurs que nous nourrissons tous. C'est-à-dire que, à force de se faire des films, à force de psychoter, comme on dit, on va nourrir ces angoisses et ces peurs au point où ça devient handicapant et psychologiquement lourd. Et là, dans ces moments-là, certaines personnes vont avoir tendance à se dire plus je vais essayer de prévoir le pire, mieux je serai préparé. Et dans cette posture-là, vous allez avoir des personnes qui vont être figées dans leur peur. D'accord? Et donc, l'idée d'avancer n'est pas possible non plus dans cette posture. La troisième posture, c'est j'essaie de me recentrer et je m'engage dans l'action. C'est-à-dire que j'ai un objectif, j'ai un projet de création d'entreprise, j'ai un projet de trouver un emploi, j'ai un projet de repositionnement, j'ai un projet, je ne sais pas, d'agrandir la famille, de refaire la maison, enfin peu importe. Ce projet-là, je l'ai en bout de ligne, en tête. J'engage quand même des actions concrètes et je déploie des efforts pour rebondir face à ce qui m'est présenté. Cette crise qui est en face de moi ou que je vis, face à ce nouveau contexte, comment est-ce que je peux m'adapter au mieux? C'est aussi une posture, vous voyez le petit rebond. La dernière posture, c'est je prie pour que tout cela passe au plus vite. Donc, rien n'empêche de prier, hein. On peut toujours prier. Et j'espère que tout redevienne comme avant. Et dans cette hypothèse-là, dans cette posture-là, je pars du principe que ce que j'ai laissé derrière moi avant la crise, je le retrouverai tel quel. Or, vous vous rendez bien compte qu'à travers ce postulat, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, on verra que parfois c'est une chance, rien ne sera plus comme avant. Ou en tout cas,
votre contexte va être modifié d'une manière ou d'une autre. Cette crise que nous vivons va avoir un impact et a déjà un impact. Donc de prier, oui, mais pour que tout cela redevienne comme avant, c'est un peu utopique. Est-ce que vous m'entendez? Yasmine? Alors, je vais quand même poursuivre la présentation. J'attendrai peut-être que Yasmine… Voilà. Je suis… Est-ce que… D'accord, parce que je ne vous voyais plus. Dès que je vous vois plus, je m'inquiète. Non, non, non. Je suis toujours des fois, active. Donc voilà, là, il y a 3-4. Donc, il y a Hayat Rouag, Abdel Fattah Hamni, Hind BHD. Donc, tout le monde, apparemment, vous reçoit. Très bien, parfait, je suis rassurée. Alors, donc je vous disais que ces postures-là sont possibles. Je n'énonce pas des postures qui sont que j'estime être bonnes. Je dis juste que ces postures-là, et il y en a d'autres, qui sont possibles face à une crise ou un événement jugé difficile, apprécié difficile. Alors, comme vous vous en doutez, bien sûr, la réponse, ou en tout cas l'une des réponses les plus positives et qui vont nous amener vers le sujet de la résilience, c'est bien l'engagement dans l'action. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment? Il est certain, en tout cas, que par élimination, je ne peux pas attendre que la tempête passe et je ne fais rien. De cette façon-là, je m'éloigne de mon objectif, en tout cas. Je le mets de côté. Je mets de côté mes projets. Ce n'est pas possible. On n'arrête pas. On doit rester dans une dynamique positive d'engagement dans l'action. Le deuxième aspect va être de s'enfermer dans ses peurs et ses angoisses, et ce n'est pas constructif. Ça ne m'amène pas vers quelque chose de positif. Oui, Yasmine, vous alliez me poser une question. En fait, là, on ne voit plus la présentation. Donc, si vous permettez que je partage, de mon côté. Oui, oui. Très bien. Alors. Donc, on était à le slide. Tout à fait. Tout à fait. J'avais effectivement une question. Est-ce que selon les personnalités, chacun aura une de ces réactions, ou bien est-ce que chacun d'entre nous peut réagir d'une de ces différentes manières selon la complexité de la situation qui s'offre à nous? Alors, oui, je comprends. Est-ce que si la question est de se dire, est-ce que la façon dont on est construit influe sur la réponse à la réponse que l'on va donner à l'événement? Oui. Est-ce que ça dépend de la situation, enfin, de notre perspective de la situation? Oui, d'une certaine manière, nous allons le voir d'ailleurs un peu plus tard. On va vite comprendre qu'effectivement, le nœud, c'est effectivement la façon dont on est bâti, la façon dont on s'est construit, la façon dont, je vais dire quelque chose de tout bête, mais la façon dont nos parents répondaient aux événements graves autour d'eux conditionne la façon dont nous répondons quelque part aux événements ou la façon dont on ne veut pas répondre aux événements. Entre ce qui est voulu et la façon dont on réagit, il y a un monde. On aimerait peut-être pouvoir répondre de telle ou telle manière. Exemple, j'aimerais pouvoir répondre de la manière C, par exemple, sur le postulat C. Et en réalité, je réponds plutôt par le B. Parce que la façon dont je me suis construit et ma personnalité et mon histoire, mon vécu, fait que j'ai tendance à, me prostrer lorsque un événement grave se manifeste. Ce sont nos émotions qui dictent nos réponses. Parti de là, nos émotions, c'est tout le bagage qu'on a accumulé toutes ces années-là. Et le travail qu'il va falloir faire justement dans le cadre de la résilience, c'est de travailler sur ces émotions-là, de prendre conscience de ces émotions, les émotions qui nous poussent à avancer et les émotions qui nous y freinent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La question, vous avez parfaitement bien répondu à ma question. Ok. Donc, partie de là, la réponse qui s'adapterait le plus au sujet de la résilience, c'est bien je me recentre et je m'engage dans l'action. Nous allons voir que l'idée, c'est l'action. Pourquoi? C'est se mettre en action sur une action qui a un lien avec mon objectif principal. Si mon objectif, c'est la sortie de crise, je ne le maîtrise pas.
il faut que j'aille dans une action qui soit en lien avec quelque chose que je maîtrise. La crise me dépasse au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais décider du déconfinement, on est bien d'accord. Ce n'est pas vous non plus qui allez décider des nouveaux horaires, de déconfinement, etc., ou notre capacité à sortir ou pas. J'agis ce sur quoi, d'abord, est mon projet personnel. C'est-à-dire que si, avant la crise, j'avais pour objectif de trouver un emploi, je dois m'engager dans l'action pour poursuivre ces efforts-là, et tout en m'adaptant à ce nouveau contexte. Et nous allons voir ce que j'entends par s'adapter à ce nouveau contexte. C'est-à-dire ne pas se dire « Ah non, mais de toute façon, moi, le monde, je vais le retrouver comme je l'ai laissé avant la crise. » Ce n'est pas vrai. Il faut pouvoir s'adapter. Et cette crise-là, quoi qu'on en dise, apporte des choses merveilleuses. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. On n'aurait pas eu effectivement cette crise-là, on n'aurait pas eu l'opportunité d'avoir ce partage d'informations ou d'expériences. Et il y a une façon inédite aujourd'hui de fonctionner dans le monde professionnel qui est extrêmement riche et intéressante et a probablement conservé après la crise. Je vais vous demander de passer à la seconde slide. Donc, après avoir effectivement identifié la bonne réponse, pardon Yasmine, voilà. Je vais aller sur les origines de la résilience. Vous m'aviez demandé ma définition. Alors, il y a plusieurs définitions. Moi, je vous ai donné ma définition qui est un peu basique et simple, mais je vais vous donner un peu aussi l'historique. Historiquement, il faut savoir que la résilience était liée à un test qui est le test Sharpie, qui existe toujours, qui est fait sur certains matériaux qui ont la capacité de reprendre leur forme initiale après avoir été contraints sous une forme ou une autre, après un choc, etc. Donc, ils résistent au choc et ils retrouvent une forme qui est initiale, on va dire, à travers le test Sharpie. Ça concerne un certain nombre de matériaux. Donc, c'était une définition très physique au départ. Par la suite, alors je vous ai donné avec plusieurs transformations, d'autres indications. Avec le temps, ce terme de la résilience a été apporté à la psychologie, en psychopathologie. Et historiquement, très rapidement, il y a eu une recherche qui a été menée sur des enfants d'un orphelinat, sur un archipel de l'île d'Hawaï, qui a été fait en 1955, et qui, donc ces enfants ont été, on va dire, confinés après une crise dans un orphelinat. Certains enfants s'en sont bien sortis des années plus tard, et certains s'en sont très mal sortis. Certains sont tombés dans la drogue, dans la délinquance, dans la prostitution. Enfin, il y a eu plein d'événements. Et parmi les enfants qui s'en sont sortis, certains n'avaient pas été adoptés. Donc, se sont posé la question, les chercheurs, en tout cas, entre autres, Hélène Werner, en 82, s'est penchée sur la question en se posant la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un individu, quel qu'il soit, résiste mieux au choc que d'autres. Qu'est-ce qui fait que face à à la perte d'un être cher, puisque ce sont tous des orphelins, qu'est-ce qui fait que certains d'entre eux qui n'ont pas été adoptés s'en sont mieux sortis que ceux qui se sont adoptés, qui ont été adoptés, qui avaient eu ce soutien-là? Et donc, cette recherche-là a mené à la recherche d'un certain nombre d'éléments et de pathologies qui ont fait que nous sommes allés vers la conclusion à ce moment-là qu'il y avait des facteurs internes, dont le facteur de la résilience, qui permettait la reconstruction et l'élan positif face à des difficultés telles que la perte d'un être cher. Donc ça entre de l'élément physique, on va vers l'élément un peu plus psychologique. Et c'est en 90, fin des années 90, que la résilience est appliquée au monde professionnel, entre autres par les recherches. Bon, il y a eu plusieurs recherches, des recherches américaines, mais aussi des recherches par le biais d'un d'un psychologue clinicien qui est Boris Cyrulnik, que je vous invite à regarder. Vous verrez, il y a des vidéos de toutes sortes qui s'expriment sur le sujet de la résilience, qui a fait énormément de recherches là-dessus, et dont les recherches ont servi à développer le sujet de la résilience en entreprise ou en tout cas dans le monde professionnel. Voilà pour les questions des origines. Est-ce que c'est clair pour vous? Pour moi, c'est clair. Est-ce que c'est clair pour nos participants?
Est-ce que jusque-là, on a des questions? Je pense que ça reste assez… Oui, là, j'ai reçu des réponses de Zakia, Hayat, Cilia, Abdel Fattah, Harim. Donc, on vous dit que c'est très clair. Que c'est clair. Bon, parfait. Nous pouvons passer donc à la prochaine slide et puis on marquera un temps d'arrêt pour récolter vos autres questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que face aux événements, je vous ai affiché donc la courbe de Fisher qui vous montre, alors c'est une des courbes de changement, hein, on va dire que cette courbe-là, je l'utilise énormément dans mes accompagnements pour étoffer tous les sujets liés à l'adaptation au changement. Et on voit très bien que ce petit bonhomme passe par différents états émotionnels. L'anxiété, le bonheur, la peur, la culpabilité, l'hostilité parfois. Et on traverse tous face à des moments difficiles. On est tous à un moment donné ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme est en nous, et c'est en ça que je parlais d'émotion tout à l'heure. Il réagit différemment en fonction des événements qui se posent à nous, et on se pose différentes questions. Le sujet, c'est que dans cette courbe-là, très vite, sans m'y attarder trop longuement, vous voyez qu'à un moment donné, il y a un décrochage. C'est-à-dire qu'il y a une situation où je me mets soit dans le déni, où je risque la désillusion ou la dépression. Donc ça, on va sur des choses très graves là, hein, on n'est pas… Mais réellement, face à des événements lourds, face à des changements qui apparaissent face à moi, je peux être ce petit bonhomme qui décroche. Et la résilience, c'est justement cette capacité à ne pas devenir cet homme-là qui va décrocher. Décrocher de différentes manières, émotionnellement, psychologiquement, mais de manière aussi matérielle, voilà, de différentes manières. C'est la raison pour laquelle je vous montre cette slide, c'est pour vous remettre dans le sujet. Le sujet, c'est le changement, c'est comment y faire face. Et la résilience, c'est la fameuse arme constructive. On continue? Très bien, très bien. Après, j'ai par contre une petite question. Je ne sais pas si je suis en train d'anticiper les choses ou non. Hein, si c'est le cas, vous me le dites. Donc, en fait, est-ce qu'on peut passer d'un état très négatif à un état très positif? En fait, est-ce que, par exemple, on est peut-être dans une phase de culpabilité? Est-ce qu'on peut reprendre facilement le cap ou bien est-ce qu'on doit passer systématiquement par d'autres étapes? Alors, ces étapes-là ne sont pas forcément séquentielles. C'est-à-dire que si je suis dans une étape de culpabilité, je culpabilise pour ce qui arrive. Ai-je vraiment fait cela? Vous voyez ce petit bonhomme qui dit ça. Ou ou la menace, j'ai peur. Quand je suis dans ces états-là, cela ne veut pas dire que je suis passée au préalable par l'anxiété, par le bonheur, par la peur, etc. Je peux être passée par ces étapes-là, mais je peux atterrir directement dans la phase de culpabilité sans avoir forcément eu le sentiment d'avoir ressenti de l'anxiété ou le bonheur. Ça reste relativement rare, néanmoins, que l'on n'ait pas ressenti. C'est-à-dire que probablement qu'on n'a pas été à l'écoute de ces émotions à ce moment-là, on n'a pas identifié qu'on était effectivement dans une situation d'anxiété, mais du jour au lendemain, ressentir de la culpabilité sans avoir ressenti d'anxiété au départ, ça reste relativement rare. Ça reste relativement rare. C'est notre état émotionnel, c'est ce que l'on maîtrise le plus et le moins en même temps. C'est-à-dire que ce qui va influencer à ce moment-là, c'est votre environnement externe et c'est votre capacité interne à réagir aux événements. Plus je fais de la gym, plus je suis souple. Moins j'en fais, forcément, vous me demandez de faire un grand écart maintenant, je suis capable. C'est aussi une question d'entraînement. Et il y a des personnes qui sont très résilientes parce qu'elles ont vécu énormément de choses dans leur vie qui font qu'elles sont plus fortes. C'est pour ça que l'on dit que certaines personnes sont fortes et d'autres un peu moins, peut-être. Il y a aussi la question de rebond, c'est-à-dire est-ce que je peux dépasser cet état-là? Oui, je peux. Est-ce que je peux le faire seul? Je dis non. C'est-à-dire que vous allez voir que dans la résilience, et c'est en cela que vous anticipez un peu sur la suite, on va voir qu'il y a ce que je maîtrise moi, c'est-à-dire mes émotions. Il y a ce qui influence mes émotions. Il y a ce sur quoi je peux me faire aider. Je dois me faire accompagner. Quelqu'un qui est en psychologie fragile
On dit souvent, il ne doit pas rester seul. C'est pour diverses raisons. Vous verrez que le fait de remonter la courbe ne se fait pas seul. Se fait aussi par du mentoring, du coaching, de l'accompagnement, etc. D'accord, très très bien. Très très bien. Donc là, si nos participants n'ont pas de questions, on peut passer à la slide suivante. Très bien. Un petit moment. Donc normalement, non. On peut continuer. Parfait. Très bien, on avance. Je vous parlais donc des émotions. C'est ce qui va dicter la façon dont je vais réagir et répondre aux événements. L'un des facteurs va être les émotions. Et comme vous le voyez, en fait, on pense souvent qu'on réfléchit par le cerveau. En réalité, on réfléchit beaucoup par nos émotions. C'est-à-dire que les actes et les actions que l'on va mener, quelles qu'elles soient, au quotidien, sont souvent dictés par nos émotions. La façon dont je vais réagir lorsque je conduis face à un embouteillage, ce sont mes émotions qui réagissent. La façon dont je vais réagir à l'annulation d'un dîner important, ce sont mes émotions qui réagissent. Et on le voit que, en fait, mes émotions influent sur mes pensées, qui influent sur mes jugements. C'est-à-dire qu'une situation ne peut ne pas être catastrophique, elle peut être grave, mais pas catastrophique, mais mes émotions, étant peut-être la peur ou le déni, vont influencer mon mode de pensée qui va bousculer ces jugements-là et qui vont en faire une réalité pour moi. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple concret. J'ai très peur du noir. Je dis n'importe quoi. Hein. Je vous invite d'ailleurs à partager avec moi peut-être un certain nombre de peurs ou de craintes. J'ai très peur du noir. Je suis persuadée, donc dans mon système de pensée, tout ce qui est dans l'obscurité est dangereux. D'accord ? Parti de ce postulat-là, ce jugement-là devient une vérité vraie pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'obscurité est synonyme de danger. C'est la façon dont je me suis construite. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de peur. Vous avez des personnes qui ont extrêmement peur du vide. Je ne dis pas qu'elle est fausse, cette peur-là. Mais vous avez des personnes qui, en situation réelle de danger, ont dépassé cette peur-là. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est juste du courage ou est-ce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quelque chose au niveau des émotions. Vous voyez parfois certaines personnes qui ont très peur du vide, qui sont persuadées d'avoir peur du vide, mais qui à la fin se dépassent, vont prendre, je ne sais pas moi, un ascenseur à très haut niveau, vont aller dans une terrasse à très haut niveau et vont dépasser cette peur-là parce que ce qui était engagé était plus fort. Ils devaient sauver une personne ou aller chercher quelque chose ou le dépassement de soi, etc. Donc, il faut comprendre que le nœud du sujet, ce n'est pas ce qu'il y a dans votre tête aujourd'hui, actuellement, en se disant tout est noir, rien ne va, etc. Mais c'est la façon dont vous allez travailler sur vos émotions qui vont influer sur votre perception des événements. Est-ce que c'est clair? Donc là, est-ce que c'est clair? Là, j'avais une question de Aziza Kheit. Là, elle a posé la question, est-ce que la résilience, est-ce qu'on peut avoir des capacités innées de résilience ou bien est-ce qu'on les acquiert systématiquement? Alors, c'est légèrement haché, Yasmine. Par contre, je résume, je m'assure d'avoir bien compris la question. Est-ce que la résilience est une capacité que l'on a de manière innée ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acquérir? Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça se travaille. Ce qui veut dire que on peut avoir une arme de défense basique, mais on ne l'a pas explorée. On peut ne pas avoir été résilient par le passé, et on le travaille. Donc, c'est une compétence que l'on peut acquérir. Ce n'est pas forcément inné. D'ailleurs, les études psychologiques l'ont démontré, il y a des capacités émotionnelles, il y a une intelligence émotionnelle que les enfants ont eue, dont j'ai parlé tout à l'heure, que d'autres enfants n'ont pas eue. D'accord? C'est cette intelligence émotionnelle qui fait que vous développez votre résilience.
Et donc, parti de là, ce n'est pas un capital que l'on reçoit des parents. Ça influence. Par contre, il y a des facteurs qui influencent le développement de cette capacité. Si j'ai des parents qui réagissent, qui n'étaient pas très résilients ou qui avaient tendance à baisser les bras très vite, ce sont des exemples que j'ai eu ancrés dans ma mémoire. Et donc, je vais avoir moins tendance à braver le danger, moins tendance à faire face à l'adversité. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas le travailler, à partir du moment où je vais travailler sur mon intelligence émotionnelle. Très, très bien. Là, j'ai une autre question de Hind. Est-ce que les émotions sont les résultats Oui. des expériences précédentes? Pardon? Alors, est-ce que les J'ai pas entendu. émotions sont les résultats des Oui. expériences précédentes? Sont les résultats des expériences précédentes. C'est-à-dire que les émotions est le résultat du vécu passé, c'est ce que vous voulez dire? J'imagine que c'est un peu le… Oui, c'est exactement ce que veut dire Hind. Exactement. Alors, le sujet, c'est pas tant les émotions, puisque c'est un sujet que je voulais aborder à travers la résilience. Néanmoins, il n'y a, comment vous dire, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire, ah bah aujourd'hui, si je suis colérique, c'est la faute de papa. Ou si je suis quelqu'un de plutôt généreux et ouvert aux autres, c'est maman. Non, ce n'est pas génétique. Les émotions, ce n'est pas un legs génétique. C'est un capital, oui. Alors au départ, on reçoit effectivement des marqueurs, ce qu'on appelle des marqueurs, mais rien ne nous empêche de travailler sur ce capital-là. Ce qui veut dire que ce n'est pas un leg, puisque vous le travaillez, vous êtes en capacité de le modifier. C'est plus, et en plus, nous ne sommes pas un seul. Nous traversons différents états émotionnels. Et je suis certaine que ceux qui nous écoutent ont été capables par le passé et sont toujours capables de traverser un certain nombre d'événements de la vie, heureux d'ailleurs parfois, de manière très étonnante. Cela ne veut pas, ils ne pensaient pas pouvoir le faire par le passé et pourtant ils ont réagi de telle et telle manière. Est-ce qu'ils ont été particulièrement à l'écoute de leurs émotions à ce moment-là ou moins à l'écoute? Ça, c'est à eux de juger et d'apprécier la situation. Mais en tout cas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je ne considère pas en tout cas que les émotions sont un leg génétique. Non, ce n'est pas un leg génétique. Par contre, il y a des marqueurs dans nos émotions qui ont été dictés par notre histoire. Oui. Très, très, très bien. Hind, est-ce qu'on a répondu à votre question? Alors, oui. Donc, on a répondu à la question de Hind. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment ou bien est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Madame Bensafar, on a perdu votre vidéo. Hein? Ma vidéo, je suis… Voilà, alors là, est-ce que là, vous voyez ou pas? Non, je pense qu'il y a un faible débit de… Ah, c'est bon. Là, on vous voit. Là, on vous voit. C'est bon? Là, on ne vous voit plus. C'est très bien. Parfait. On vous voit. On vous voit. C'est ça. Alors, c'est aussi ça la résilience, c'est s'adapter au flux du réseau. Hein, lorsque vous me verrez quand il y a du réseau, et vous me verrez un peu moins lorsqu'il n'y en a pas, on s'adaptera. Vous m'entendrez moins. C'est quand il s'échange. C'est ça, tout à fait. Donc, pour passer à vous l'avez compris, donc on a bien compris que les émotions étaient le nœud, c'est-à-dire que c'était ce sur quoi, si je veux être plus résilient, je dois travailler un peu plus sur mes émotions. Alors, je ne vais pas faire un trop long sujet sur les émotions, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est un tout autre chapitre. Ça peut être un sujet annexe qu'on débattra un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui que la résilience, si elle veut être pratiquée, si elle veut être réussie, ça commence d'abord par écouter ses émotions. Et vous allez voir qu'écouter ses émotions, c'est pas, voilà, je prends un stéthoscope et je vois comment vont mes émotions, mais c'est réellement être en capacité de voir la façon dont je réagis le mieux face aux situations. Très bien, très très bien. Donc là, je vais introduire votre prochaine slide. Donc, en fait,
comment faire preuve concrètement de résilience? Quelles sont les actions qu'on doit concrètement mener pour dire qu'on fait preuve de résilience? Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet va être, vous allez voir, il y a plusieurs étapes. Alors, la première est indispensable, et puis les autres, vous pouvez passer d'une à l'autre. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on doit parler de résilience dans le monde moderne et face à aujourd'hui la crise que nous traversons, il y a une phase d'acceptation. Et je ne sais pas si tout le monde est réellement dans cette phase-là. Il y a peut-être encore des personnes, vous vous rappelez du petit bonhomme sur la courbe de Fischer qui est un peu dans le déni. C'est aussi ça le décrochage. Le décrochage, il peut apparaître dès le départ. C'est-à-dire que on passe par une phase inévitable d'acceptation. C'est-à-dire que j'accepte ce qui me dépasse. J'accepte de ne pas être aussi puissant que je pensais l'être. J'accepte de ne pas pouvoir tout maîtriser. Je le redis encore une fois, il faut savoir se déculpabiliser face à certaines situations. Prendre ses responsabilités est une bonne chose. Vous avez des personnes au jour d'aujourd'hui qui ont été en souffrance ou qui sont encore en souffrance parce que qui ont pour habitude de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout caler au millimètre près, de tout régler comme du papier à musique et qui au final se retrouvent face à cette crise totalement démunis, ne comprenant pas ce qui leur arrive, dans un état émotionnel qui peut être très perturbé. Donc il faut passer d'abord par une phase de « oui, j'accepte ce qui se passe ». J'accepte et je m'adapte. Parce que j'accepte sans m'adapter, ça ne servira à rien. J'accepte de m'adapter à la situation. Et encore mieux, les plus résilients vont se dire chouette, un challenge à relever, ou en tout cas une épreuve difficile à vivre. Je ne parle pas du confinement, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez le patron d'Alibaba, dont j'ai voilà, l'un des concurrents d'Amazon, qui avait été refusé, si ma mémoire est bonne, il a été refusé aux plus prestigieuses universités plus de 12 fois. 12 refus. Son projet de lancement de projet d'Alibaba a été refusé maintes et maintes fois. Et vous allez voir, il y a des vidéos qui sont présentes sur YouTube qui vous parlent un peu de ces histoires extraordinaires qui font que certaines personnes, face à l'adversité, ne se sont pas laissées abattre. L'une des phases indispensables qui leur a permis justement d'avancer et d'envisager une suite, même avec des refus, même avec des échecs, etc., c'était de dire « Ok, j'intègre, j'accepte ce qui se passe, ici et maintenant. Je ne fais pas d'hypothèse sur la suite, mais j'accepte ce qui se passe ici et maintenant. » L'autre élément clé qu'il va falloir développer, et là on parle aussi d'intelligence émotionnelle, parce que être capable de gérer ses émotions, c'est aussi faire en sorte que, en régulant mes émotions, j'agis sur mes actions. On l'a vu précédemment, j'agis sur mes pensées et donc sur mes actions. Il faut être capable de filtrer les informations. Au jour d'aujourd'hui, on reçoit énormément d'informations. Et tous les moyens sont donnés, sauf si la connexion n'est pas bonne parfois. Mais en tout cas, tous les moyens nous sont donnés pour avoir accès à l'information. Vous avez les bonnes informations, celles qui sont pertinentes à vos projets, à la continuité de service, je dirais, pour votre continuité de service, pour atteindre vos objectifs, et celles qui ne le sont absolument pas. Celles qui sont utiles et pertinentes, il va falloir les identifier et les retenir. Celles qui ne le sont pas, il faut s'en éloigner. Aujourd'hui, on reçoit énormément d'informations anxiogènes. Il faut savoir faut savoir identifier ce qui va provoquer de l'anxiété chez vous. Si recevoir de l'information tous les jours sur le déconfinement ou suivre toutes les infos, etc., et de voir que ces informations ne vous rendent pas plus heureux ou mieux à même de faire face à vos objectifs, essayez de vous en détacher. Régulez votre accès à l'information. Comprenez ce qui se passe, analysez les informations qui vous parviennent et surtout, mettez-vous en off. Lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs, il faut savoir se mettre en mode bulle. Ce n'est pas de l'hibernation, c'est je m'éloigne de ce qui est néfaste ou en tout cas de ce qui n'apporte pas un plus à mon projet. Tout à fait. Même ce qui est source négative, il faut justement s'en éloigner, je pense. Surtout
cas-là, on est quand même dans un état psychologique assez fragile. Oui, on passe peut-être de la motivation à la démotivation vraiment en une fraction de seconde. Concernant notamment le coronavirus, parce que tout simplement, ça me tape le moral, en fait. Oui. Donc, ça de mes projets, ça m'empêche d'avancer. Donc j'évite complètement cela. Mais c'est très bien. Vous avez pris en charge en fait votre état émotionnel. Vous avez pris en main votre propre résilience. C'est-à-dire que vous avez décidé de la développer. Et vous avez identifié que l'accès aux news déprimantes tous les jours, il y a certaines personnes qui, dès le matin, dès le réveil, avant même de faire leur toilette, allument leur téléphone pour voir quelle est la dernière news sur le coronavirus. À moins d'une découverte du jour au lendemain, d'un vaccin miracle, d'un jour à l'autre, on ne va pas recevoir des informations extraordinaires voilà, il va falloir se dire qu'à un moment donné, je régule. Vous avez pris la décision, vous, Yasmine, et c'est très bien, de vous prendre en charge sur cet aspect-là en vous disant, j'ai identifié ce qui me sapait le moral, et plus clairement, vous avez identifié ce qui vous empêchait d'aller de l'avant, c'est-à-dire ce qui vous empêchait d'avoir cet élan-là positif. On n'est pas positif pour être positif, mais il faut savoir se préserver pour préserver ce capital justement d'optimisme que l'on peut avoir. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Là, quand même j'imagine que je vous ai coupé la parole, Delila. Non, pas du tout, Yasmine. Vous avez étoffé et vous avez donné un exemple vivant et je pense que vous n'êtes pas la seule. Par contre, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont encore à la déculpabilisation ou en tout cas à accepter ce qui est en train de se passer. Moi, je peux dire que j'ai des proches autour de moi qui continuent à penser qu'ils peuvent sortir et qui sont donc toujours dans le déni et qui n'ont pas dépassé la phase d'acceptation. Tout à fait. Alors, on peut appeler ça de l'inconscience, mais en tout cas, leur chemin de résilience est encore loin. Okay. D'accord? C'est juste pour donner un contre-exemple. Il va y avoir un vrai sujet vous parliez de motivation. Et est-ce que la motivation, donc ça c'est encore un autre débat, est-ce que je peux l'entretenir ou est-ce que c'est la motivation vient de l'externe? Est-ce que c'est des facteurs? Alors je vais dire c'est les deux, hein, clairement. Mais réellement, si je veux entretenir cette motivation, il va falloir que je m'autodiscipline. Et ça, il faut l'accepter. Comme aujourd'hui, je vais me mettre en condition. C'est-à-dire que rester en pyjama charentaise à la maison et penser qu'on va rester dans une dynamique positive, non. Il faut absolument se mettre en condition. Si on avait l'habitude, en temps normal, de sortir, de s'habiller, de prendre soin de soi, d'avoir une sorte de rituel pour aller au travail, par exemple, il faut continuer un certain nombre de ces rituels-là qui vous mettent en condition. Si j'avais l'habitude, dans ma recherche d'emploi, d'aller sur un certain nombre de recherches, de me mettre en condition dans tel environnement, etc., faites-le. Ce que je vais conseiller, par contre, dans cette phase de crise qui est le déconfinement, si on va sur la résilience dans le cadre du confinement, pardon, vous voyez, j'ai dit déconfinement, c'est que, voilà, on va rester optimiste, ça va pas tarder. C'est très bien, Lina. C'est ça. Donc, si on veut rester très concret, il faut vous installer un espace de rituel, c'est-à-dire où je vais faire mes recherches, où je vais m'approcher de mon objectif, qui est soit la recherche d'emploi, soit le télétravail, etc. Évitez de vous dire que je vais faire mes recherches de mon lit. C'est pas possible. Je vous donne un exemple. Ce matin, ma fille était en connexion avec ses profs et les élèves de sa classe en cours, en ligne. Donc, ils étaient sur une plateforme un peu similaire à celle-ci. Et l'un des enfants était dans son lit, allongé, avec le laptop sur les genoux. Ce ne sont pas des conditions qui favorisent l'état psychologique et l'état émotionnel dans lequel l'enfant doit être. C'est la même chose pour nous. On doit se mettre donc en condition. Je dois identifier mon temps utile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se retrouver en fin de journée en se disant « j'ai rien fait de la journée ». Ça peut arriver à certains d'entre vous en vous disant « j'ai rien fait ». Pourquoi? Parce que d'abord, vous ne vous êtes pas posé un calendrier, vous n'avez pas organisé votre journée. Organisez votre journée comme une journée
en vous adaptant au contexte, c'est sûr, mais comme une journée dans laquelle vous voulez vous rapprocher de votre objectif principal. Si votre objectif principal est la recherche d'emploi, il faut garder une forme de discipline et de régularité utile. Et le temps utile, c'est le temps présent. C'est pas le temps que je passe à me lamenter sur le passé, et c'est pas le temps où je fais des hypothèses sur le futur. C'est le temps présent que j'utilise à bon escient. Pour cela, il faut être régulier. C'est-à-dire qu'il faut que vous fixiez une sorte de calendrier. Si vous savez que vous avez tendance à remettre les choses à demain, que vous êtes plutôt quelqu'un de voilà, qui laisse filer les choses, fixez-vous un calendrier, fixez-vous un emploi du temps que vous vous astreignez à respecter. Faites-vous un rituel d'action vers vos objectifs et je vous invite à voir la règle du 1%, qui est très intéressante, que je vous ai mis là sciemment pour que vous puissiez ensuite vous documenter, qui vous permet en fait, qui est très simple et qui vous dit que chaque jour, je fais 1%, je me rapproche de 1% de l'objectif principal que je me suis fixé. 1% dans la recherche d'emploi, ça peut être pas beaucoup, mais 1% tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à la fin, j'atteins mon objectif. Ce 1% ne peut être possible que si vous êtes régulier et endurant et persistant. C'est-à-dire que tous les jours, je fais une action. Je donne un exemple, j'envoie des CV. J'ai envoyé aujourd'hui 2, 3 CV. Faites-le de manière ciblée, ne le faites pas à tout va. Je revois mon CV, j'en profite pour revoir mon profil sur LinkedIn, le mettre à jour. J'en profite également, on va le voir par la suite, pour suivre des formations. Tout cela rentre dans des actions concrètes, des 1% que je peux faire chaque jour pour me rapprocher de mon objectif final. De la même manière que si mon autre objectif, je ne sais pas moi, c'est de déménager, je dis n'importe quoi, tous les jours, je vais faire 1% d'une tâche, ce qu'on appelle des mini-progressions, qui vont me permettre de préserver l'élan positif dans lequel je suis et de m'inscrire dans l'action concrète. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même. On a tendance à dénigrer ce que l'on fait en disant bon, je n'ai pas fait grand-chose par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, etc. Ça, c'est regarder dans le passé. Restez dans le présent et soyez fiers des réalisations que vous pouvez faire, des mini-progressions que vous faites tous les jours. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je m'assure d'avoir rien oublié. Normalement, non. Alors, là, il y a Kamel Idir qui a posé une sorte de remarque. Hein. Donc, oui. Il dit que la résilience, c'est-à-dire repartir de plus belle après une déception, c'est comme une revanche. Alors, le sentiment de revanche n'est pas forcément présent. Alors, je vais dire quelque chose. Si j'ai une déception quelconque, d'accord, affective, par exemple, pour ne pas dire amoureuse, j'ai cette déception-là. C'est un échec par rapport au projet que je m'étais fait avec cette personne-là. Cela ne veut pas dire que avancer, je vais forcément vouloir me venger quelque part et avoir une revanche sur la personne ou sur la situation ou sur la vie. C'est être capable d'entrevoir un possible, une suite, en ayant vécu des moments difficiles. C'est ça la résilience. C'est pas forcément une revanche. Après, tout dépend comment nous sommes construits émotionnellement. Ça peut être un sentiment de, voilà, c'est une revanche sur la vie. Peut-être que le patron d'Alibaba s'est dit à un moment donné, ouais, ben voilà, maintenant face à toutes ces universités brillantes qui m'avaient refusé, voilà ma revanche sur la vie. C'est possible. Mais l'objectif de la résilience, ce n'est pas une revanche. C'est une continuité, c'est d'entrevoir une suite possible en résistant aux chocs qui nous viennent. Très, très bien. Très, très bien. Là j'avais une question encore de Aziza Khet qui disait quel est le rôle de la résilience dans la gestion des conflits. Et j'ai aussi une question de Adel Brahimi qui dit comment peut-on contrôler nos émotions dans certains cas de stress ou de danger. Là, on touche un petit peu d'intelligence émotionnelle.
Alors, on revient encore une fois effectivement à l'intelligence émotionnelle. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Pour la première question qui était, vous m'avez dit de savoir… Quel est le rôle de la résilience dans la gestion des conflits? Alors, je vais dire quel est le rôle des émotions, la gestion des émotions dans la gestion des conflits. Et la réponse, vous l'avez. Lorsque vous êtes dans un état émotionnel de colère, forcément, ça ne favorise pas l'apaisement du conflit. Ça va l'attiser. La résilience, c'est travailler aussi sur ces émotions-là, mais pas que. Je ne dis pas que… Attention, il faut faire peut-être attention pour ceux qui nous écoutent. Intelligence émotionnelle n'égale pas résilience, ou en tout cas, pas que. Et la résilience, sa définition, ce n'est pas que l'intelligence émotionnelle. Je dis que ça passe par l'intelligence émotionnelle, mais ce n'est pas que cela. Donc la gestion des conflits, c'est un tout autre sujet. C'est notre rapport aux autres. D'accord? Notre rapport aux événements. C'est plus un sujet d'ordre, oui, émotionnel, lié à l'intelligence émotionnelle. C'est un autre chapitre. Ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre parce que sinon, le champ est assez large d'explications et j'ai peur qu'on sorte un peu du sujet. Je veux juste, voilà, pour que ce soit clair, la résilience, ce n'est pas que de l'intelligence émotionnelle. Et la résilience, c'est pas ce qui vous permet de gérer les conflits. Ça vous aide parce que ça vous amène à avoir une autodiscipline. Oui, pour mieux gérer vos émotions. Parce que vos émotions influent sur vos pensées, qui influent sur vos actes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'autre question, par contre… L'autre question, c'était comment peut-on contrôler nos émotions en cas de stress ou de danger? Alors, je vais vous donner… bon, ça encore, c'est quelque chose que j'ai appris lorsque je faisais ma certification en coaching. Il y a une méthode qui s'appelle le clean. Et c'est plus, allez, on va dire un yoga émotionnel qui vous permet d'avoir une forme de contrôle. Mais je dirais, il y a plusieurs méthodes pour contrôler ses émotions ou en tout cas travailler sur ses émotions. Mais avant de rentrer dans quelque chose dans le dogme, on va dire, il faut savoir d'abord être à l'écoute de ses émotions. Et vous allez me dire, c'est facile, c'est pas évident. Je ne suis pas sûre que tout le monde sait ce qui déclenche la colère chez lui et comment se matérialise la colère chez lui. L'anxiété, la peur. Donc, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense et encore une fois, qui renvoient à l'intelligence émotionnelle qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Même si je sais que vous avez de l'appétit là-dessus et voilà, si on en a l'occasion, je le ferai. Si vous avez encore un peu de temps à nous accorder, on peut faire un autre webinaire qui sera autour de l'intelligence émotionnelle. Si on est encore là en confinement, on aura l'opportunité justement d'entrevoir un nouveau séminaire, un nouveau webinaire. Avec plaisir. Très, très bien. Avec plaisir. Je vous invite à continuer, Dalila. L'autre, vous l'avez compris, beaucoup d'organisations, on s'auto-organise. Jusque-là, ce sont des actions que seul vous maîtrisez, d'accord, pour augmenter votre niveau de résilience. L'autre biorhythme, c'est aussi, enfin, je reste, et puis j'aborderai l'autre sujet. Lorsque je parle de régularité de biorhythme, c'est garder le même rythme tous les jours et garder un rythme que vous aviez avant le confinement, par exemple. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de vous lever tôt pour partir au travail et vous coucher tôt ou tard, continuez à le faire. Ça peut vous paraître absurde. Je ne vous dis pas prenez vos clés de voiture, démarrez et partez, hein. Mais je vous dis de garder la même discipline, le même biorhythme auquel vous êtes habitué. Psychologiquement, ça vous apporte une forme d'équilibre et ça vous donne une forme de confort sur ce que vous reconnaissez comme étant un élément voilà, qui fait partie de votre façon de fonctionner, de votre énergie interne, on va dire. D'accord ? Très, très bien. C'est OK. Est-ce que les autres intervenants, est-ce que c'est clair pour les participants plutôt? Oui, oui. Très bien, très très bien. Donc on peut passer à la slide suivante, Dalila.
Alors, juste, non, rapidement, parce que là, je n'ai pas terminé, je tiens quand même à préciser. Regardez cette slide de plus près, vous comprendrez aussi que la résilience passe absolument par le fait de construire votre réseau positif. Un réseau positif, c'est quoi? C'est un réseau, non pas qui forcément vous rend service, hein, mais qui va vous rendre service dans cette phase d'atteinte de vos objectifs. Si vous avez dans vos entourages respectifs des personnes qui ne contribuent pas positivement à votre état psychologique, qui ne contribuent pas positivement à l'énergie que vous mettez au projet que vous déployez, essayez de les mettre de côté un temps. Alors, ce n'est pas évident parfois en mode de confinement parce que parfois on vit avec ces personnes-là, hein, mais il faut savoir avoir un réseau profitable. Un réseau profitable aussi, ce sont des personnes que vous allez contacter qui vont vous accompagner dans cet état d'esprit positif. Sachez reconnaître parfois des mentors, ceux qui ont des difficultés justement à s'autodiscipliner, à avoir une forme d'hygiène de vie régulière, à avoir du mal à s'organiser pour atteindre leurs objectifs. Choisissez un mentor ou un coach, quelqu'un qui pour vous est exemplaire en la matière et qui peut vous apporter du soutien, que vous allez appeler, je ne sais pas moi, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, et qui va vous poser des questions sur où est-ce que vous en êtes de votre projet, qu'est-ce que vous avez fait, la fameuse règle des 1%, quelles sont les mini-progressions que vous avez faites pour l'atteinte de vos objectifs, etc. Sachez vous faire accompagner par des personnes positives, bienveillantes, qui vont s'assurer de vos progressions. Restez en forme, bien sûr, donc on peut faire du sport, mais pas que, vous devez prendre soin de vous, d'éviter le relâchement, ça on en a parlé, savoir s'entourer de personnes positives, c'est extrêmement, extrêmement important. Tout cela, ce sont des actions que vous maîtrisez. Profitez-en aussi pour suivre des formations, pour capitaliser sur cette période qui vous permet d'avoir, mais alors foison de webinaires, de séminaires comme ceux-là, avec Emploitique, mais pas que, il y en a plein en accès libre, d'ailleurs je vous l'ai mis en synthèse à la fin, et préparer la sortie de crise. C'est extrêmement intéressant de voir cet aspect-là. C'est qu'aujourd'hui, si vous restez statique, si vous repartez sur la première slide qui était de dire je reste immobile et je me cache, vous allez rater la sortie de crise. Vous allez être à côté du nouvel environnement qui vous attend. Celui-là, il s'est déconnecté. On attend qu'elle refait. De dire, vous ne m'entendez pas? On me reçoit correctement. Rebonjour. Ah, Dalila revient. De nouveau. De nouveau, de nouveau. Très bien. Donc là, c'est bon, on nous reçoit? C'est bon? Très bien. Oui. Oui, là je pense que c'est bon. Parfait. En tout cas, pour ma part, je vous entends. Nous entend également. Voilà. Parfait. Donc, je repartage juste la présentation là. Très bien. Hop. Je vois un Oui. commentaire, il faut qu'elle persévère et se reconnecte. Nous l'avons fait, nous sommes des personnes résilientes.
Alors, pourquoi je partage ces petits tips? Oui. Moi, je vous Vous entends. m'entendez là? Moi, je vous Ah, entends, Stade de France, Dalila. c'est horrible. Ah non, on ne va pas se laisser démonter. Oui, nos participants vous entendent, Dalila. Alors, est-ce que vous m'entendez? Si vous, ben, écoutez, vous allez garder le son et pas l'image. Elle a encore été déconnectée. La seule question de canaliser, c'est en attendant, parlez-moi un peu de la recherche d'emploi. Dans quel contexte je vous aider sur le point de vue de recherche d'emploi? Est-ce que vous parlez de la recherche d'emploi sur un poitiers? Est-ce que, alors, en fait, canaliser, pour vous expliquer le principe d'emploi, on est une entreprise de recrutement et de placement. Mais en fait, on n'intervient pas dans le processus de recrutement des entreprises. Rien de recrutement. Et le propre principe de recrutement est de faire le relais entre le candidat et le recruteur à travers quoi? À travers des offres d'emploi. Donc là, nous, on n'intervient pas dans les processus de recrutement. C'est-à-dire que quand vous connaissez une entreprise, postulez à une annonce et vous entendez bien. Apparemment, il y a un souci de connexion. Hein. Alors, est-ce qu'on me reçoit? Là, est-ce qu'on me reçoit? J'ai préféré couper la caméra et à ce que peut-être vous m'entendiez mieux. Un peu, vous dites un peu mieux. Très bien, très bien. Donc, Karim Idi, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, Kemal ne m'entend pas. Ok, Kemal, est-ce que vous pouvez rafraîchir votre page? Essayez de rafraîchir votre page en attendant que Dalila revienne. Sinon, d'autres personnes qui ont assisté à nos anciens webinaires, des fois où l'intervenant était coupé, on passait en mode haut-parleur. Donc, je vais essayer de la recontacter pour ça. Allô? Ben, juste Ah, très bien. Vous êtes revenu. Enfin, vous m'entendez pas. En fait, ce que je vous propose, Dalila, c'est d'arrêter peut-être le partage d'écran. La vidéo. Parce que ça baisse un peu de connexion. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Donc, moi, j'ai coupé ma caméra pour Beaucoup mieux, qu'on tout à puisse fait. vous entendre mieux. La question est de savoir, est-ce que tu vas pouvoir diffuser la dernière slide ou on continue Oui, oui, je vais Ok, tenter de diffuser la dernière slide. Avec nos deux caméras désactivées, je pense qu'on va mieux nous recevoir que tout à l'heure. Voilà. Ok. Très bien. Donc j'ai partagé l'écran. Donc, je ne vais pas revenir sur cette slide puisqu'on on avance tout doucement vers la conclusion, mais clairement de vous dire que faire preuve de résilience, il ne faut pas que le terme vous fasse peur, qu'au final, il y a une forme de discipline derrière pour pouvoir se muscler. Sa résilience, ça passe aussi par ce type d'étapes, d'exercices que vous pouvez vous appliquer au quotidien pour améliorer votre niveau de résilience.
D'accord? Donc, vu qu'on n'a pas d'autres questions sur le sujet, sur la mise en action de la résilience, je partage donc avec vous la dernière slide qui est de dire au final qu'est-ce que j'y gagne en musclant cette résilience-là. Déjà, vous y gagnez le fait que l'impossible devienne possible. D'accord? De se dire, ah, que le show habes, non, il n'y a rien qui fonctionne en ce moment parce qu'on est en confinement, mon projet ne peut pas voir le jour, je dois m'arrêter, etc. Non. La preuve en est, toutes ces actions-là, vous pouvez les faire, vous pouvez les mener sans forcément être dans les conditions habituelles. Et j'ai envie de dire, c'est pas vous pouvez les mener, vous devez les mener si vous voulez préparer la sortie de crise. Lorsque vous serez en conditions, je dirais, plus avantageuses, il vous faudra faire preuve de toute façon de résilience dans cette étape-là. Et donc, vous allez gagner, quand je parle de ROI, donc c'est un retour sur investissement. C'est quoi le retour sur investissement? C'est de l'action. On a encore perdu Dalila. Je préfère. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme on a fait la dernière fois avec d'autres intervenants. C'est-à-dire qu'on va mettre le haut-parleur. Voilà. Donc, est-ce qu'on entend Dalila comme ça? Non. Alors? Oui. Changer de réseau. Très bien. Ça peut fonctionner. Très, très bien. D'accord. Mais là, vous m'entendez? Oui. Téléphone, je vous entends, mais la plateforme. Donc, si on peut juste attendre un petit moment Dalila, le temps qu'elle se reconnecte à partir d'un autre. Juste pour revenir à votre question, je n'ai pas très bien compris votre question à propos de la recherche d'emploi, Kamel. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir à ce propos? Si entre-temps vous avez d'autres questions en rapport avec le thème, n'hésitez pas à les poser le temps que Dalila se reconnaît. Ah, vous ne m'entendez pas Est-ce que également? vous m'entendez? Je suis de retour normalement. Ok. Là, moi, je vous entends, Dalila. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. C'est bon. Très bien. Très, très bien. Donc, on peut poursuivre, Dalila. Très bien. Alors, désolé pour cette coupure. C'est toujours, enfin, c'est jamais facile pour garder le lien, mais je voulais juste avancer sur le sujet du retour sur investissement. Plus l'on développe notre résilience, vous l'avez compris, passe par le travail sur nos émotions qui dictent nos actions. Les actions que nous menons concrètement aujourd'hui en confinement vont déterminer la suite. C'est-à-dire que se dire que ce qui est impossible, ce qui vous paraît impossible, ne l'oubliez pas, regardez cette slide-là qui fait que vos émotions influent sur votre mental. Vous êtes convaincu que ce n'est pas possible, en réalité, c'est possible. Je ne dis pas que la recherche d'emploi, par exemple, va être aussi facile que si vous étiez dans les conditions idéales. Mais en même temps, cela ne vous empêche pas d'être dans l'action. Il y a un certain nombre d'actions que vous allez mener pendant ce confinement qui, à la sortie du confinement, vont vous être utiles. Se former aux langues, se former sur un outil en particulier va être très profitable à la sortie de crise.
face à un employeur qui va vous demander ce que vous avez fait pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines en confinement, il serait malvenu d'expliquer que vous n'avez rien fait, que vous avez attendu que la tempête passe. Donc, c'est important que de s'ancrer dans l'action. Et ce que vous allez en retirer, c'est une mise en mouvement et un plan d'action. Vous allez avoir une intelligence émotionnelle plus développée. Vous allez pouvoir… Vous allez… Ceux qui pensaient ne pas être en capacité de faire telle ou telle chose, de mener à bien tel ou tel projet, vont se rendre compte qu'au contraire, à l'issue de cette épreuve-là, ils ont dépassé un certain nombre de croyances qui étaient quasiment des convictions pour eux. Vous allez faire preuve de motivation, vous allez avoir un mental beaucoup plus renforcé, vous allez gagner en confiance en soi, vous allez faire preuve de créativité. Je vois des choses merveilleuses qui circulent sur le net, des personnes extrêmement inventives qui ont réinventé leur quotidien. Leur façon de réagir à l'adversité, c'est fait par des réponses extrêmement créatives et extrêmement inventives. Plus vous allez vous mettre dans l'action, plus vous allez être créative et trouver des solutions. Créative et trouver des solutions. Vous allez développer vos connaissances et votre apprentissage. Lorsque vous avancez de cette manière-là, vous allez au plus près des fameuses mini-progressions et de réalisations concrètes. Votre morale sera meilleure puisque vous êtes dans l'action et dans un état d'avancement. Il faut pouvoir ne pas perdre le sens. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes dans cette situation-là, soit elle vous dépasse, agissez sur ce sur quoi vous pouvez avoir du contrôle. Et c'est ce que propose la résilience. La résilience vous dit, c'est pas de l'acharnement, j'y vais contre vents et marées, mais je m'adapte, je prends en considération les informations pertinentes qui me parviennent, je m'adapte à ce contexte-là tel qu'il est, et non pas tel qu'il serait ou tel qu'il aurait pu être, et j'apporte des réponses à travers les actions que je peux mener à bien dans ce contexte-là. C'est tout. En réalité, vous allez me dire, c'est quelque chose d'assez basique. Mais oui, c'est basique. Et c'est en revenant sur des actions de base, sur une autodiscipline, sur de l'aide positive autour de vous, que vous allez traverser ces épreuves-là en étant beaucoup plus fort, puisque vous le voyez, l'investissement est énorme. Et tout ce retour sur investissement ne sera dû qu'à vos actions, qu'aux actions que vous aurez menées. Très très bien, Dalila. Est-ce que vous m'entendez? Là, je vous entends, Dalila. Est-ce que vous me recevez? Très bien, je vous reçois 5 sur 5. Très bien, très bien. Alors, là, si on devait en fait résumer en fait, comment adopter la résilience, si on devait la résumer en quelques points, est-ce qu'on peut résumer en quelques points les actions qu'on peut mener pour faire preuve de résilience? Alors, si vous permettez, j'aimerais orienter la question vers… C'est important, une forme d'appropriation, Oui. les coupures que nous avons eues. Est-ce que… Voilà, j'aimerais bien aussi avoir un retour avant d'y répondre, de faire une forme de résumé que je pensais l'avoir fait, mais peut-être qu'il y a besoin de plusieurs éclaircissements. J'inviterai peut-être les participants au webinaire à répondre à cette question. Oui. Allô? Oui. Là, moi, je vous entends. Hein. Si vous m'entendez, c'est tant mieux. En fait, les participants, peut-être qu'ils ne m'entendent pas. Donc là, je vais. Alors, si les participants m'entendent… Oui. Alors, si les participants m'entendent, je vous invite à m'envoyer quelques éléments que vous auriez retenus autour de la résilience. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire dès demain? Ou dès maintenant d'ailleurs? Pas demain, dès maintenant. Qu'est-ce qui pourrait être réutilisé à votre niveau, chacun? Très bien. Donc là, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Donc, on attend leur réponse. Et entre-temps, j'ai aussi une dernière question de Hayat Louag qui dit comment peut-on amener les membres d'une équipe à adhérer au concept de la résilience?
Alors, ne le nommez pas résilience. C'est mon premier conseil. Le premier conseil, c'est que là, aujourd'hui, on l'a nommé résilience et c'est sciemment parce que, voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un terme qui est extrêmement utilisé. Mais vous l'avez bien compris, à l'intérieur, vous trouvez de l'intelligence émotionnelle, vous trouvez de la communication aux autres, vous trouvez de la confiance en soi, vous trouvez un certain nombre de sujets. On ne forme pas les gens à la résilience du jour au lendemain. Par contre, on les habitue à la résilience. On est Le déjà meilleur exemple de résilience, une visibilité, hein, quand on est chef d'équipe, quand on est chef d'équipe, on se doit, alors là j'entends parler de gestion d'équipe, quand on est chef d'équipe, on doit faire soi-même preuve de résilience, être sûr qu'on donne l'exemple sur le sujet. Et les équipes adhèrent généralement si le leadership est bon. Mais voilà, on évite les personnes négatives et les mauvaises nouvelles. Bon, certaines nouvelles, on ne pourra pas s'effacer de tout, mais en tout cas, on s'extirpe un minimum de ce qui peut altérer notre envie d'avancer, tout en restant ancré dans la réalité. Et Yasmine, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez donné votre exemple, j'ai réalisé que voilà, voir certaines informations, ne profitez pas à mon élan positif, eh bien, je le mets. Personnellement, j'ai réalisé à un moment donné, dès la première semaine, que allumer mon téléphone le matin pour voir où en était la gestion de la crise du coronavirus ne m'apportait pas grand-chose. Surtout que le maximum, enfin la majorité claire des informations que nous recevons, nous les recevons concernant l'étranger. Donc bon, je ne vois pas en quoi cela est utile à mon projet à court ou moyen terme. Donc je décide de l'extirper un temps. Ou en tout cas de changer d'habitude. absolument, absolument. Donc, en fait, quels sont en fait je vous invite en fait à conclure. Quels sont les derniers conseils que vous pouvez donner aux candidats pour justement s'adapter à ces situations de crise et faire preuve de bon sens surtout? Soyez pertinent et intelligent. Dans le sens où cette intelligence-là, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'apporte du bien-être et qu'est-ce qui me rapproche de mon objectif principal? Encore une fois, si mon objectif principal est une formation, la participation à une formation ou la recherche d'emploi, je profite de ce temps pour m'armer positivement au mieux pour atteindre cet objectif-là. Il n'y a pas de place à, comment dire, autant je ne suis pas d'accord avec ceux qui vous disent bon ben rien n'a changé, j'avance quand même. C'est totalement faux. Mais en même temps, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui attendent que la tempête passe et attendent de sortir à ce moment-là. Vous aurez loupé le train. Vous aurez loupé l'occasion de vous améliorer et d'en savoir plus sur vous. C'est une épreuve qui nous est donnée pour nous améliorer. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Pour nous améliorer peut-être techniquement en allant à la recherche d'amélioration continue de nos compétences, de nos capacités, je dirais, de nos connaissances. C'est une amélioration aussi de tout notre être et de notre intelligence émotionnelle. Et c'est les réponses qui sont ressorties hein, suite à la question que vous avez posée. Hein. Vous avez demandé aux participants de dire quelles seraient actuellement les actions qu'ils entreprendraient suite à cette formation. En fait, Zakia Rahmani a parlé de formation, Hayat Rouag a parlé aussi de formation. On a parlé de relancer sa recherche d'emploi, de mettre à jour son CV, d'éviter les personnes négatives et les mauvaises nouvelles, compléter ses compétences par des formations. Oui. Donc, c'est des réponses qui sont ressorties des participants. Alors, je vais vous dire, ce ne sont pas mes réponses, ce sont les leurs, hein, les vôtres, oui. Mesdames et messieurs. Je suis ravie de voir, voilà, Samira Oulsaïd relancer ma recherche d'emploi. Alors, s'il vous faut de temps en temps du carburant, Samira, si vous m'entendez, alors il y en a d'autres. Parfois, on a besoin d'éléments externes qui vont nous apporter une forme de carburant pour continuer, pour poursuivre. Il ne faut pas que cette motivation d'un instant
soit éphémère. Nourrissez-la. Nourrissez-la par des contacts positifs. Choisissez d'avoir quelqu'un, un accompagnant externe, une personne qui peut avoir une influence positive sur vos projets et qui va vous entendre. Je sais pas, moi, je l'ai dit une fois par semaine, ça peut être une demi-heure, 20 minutes, qui va vous demander des comptes. Alors, t'en es où sur la mise à jour du CV? Parce que Zakia, moi, je ne serai pas avec vous demain pour vérifier si vous avez mis à jour votre CV comme vous l'aviez dit, ou avec vous, Samira, si vous avez réellement relancé. Qu'avez-vous fait concrètement pour relancer votre recherche d'emploi? Hayed qui dit continuez le plan de formation, c'est excellent. Faites en sorte que ça ne reste pas des vœux pieux. Inscrivez-vous dans une discipline que seul vous allez maîtriser et que vous allez faire, et sur laquelle vous allez vous faire accompagner par un coach, par un mentor externe qui va être un peu cette forme d'enclume que vous aurez au-dessus de la tête, qui va s'assurer que vous êtes en train d'avancer réellement, qui va vous demander des comptes de manière très bienveillante, mais qui va quand même vous demander des comptes pour s'assurer que vous avancez. Ce n'est que par l'action que vous allez dépasser cet état de « je ne fais rien ». Très, très bien, très, très bien. Chaque journée que vous passez à ne rien faire est une journée perdue. Donc là, il faut confiner pour confiner, il faut exploiter justement cette opportunité, hein, le temps, ce temps-là qui s'offre à nous pour en fait se poser plusieurs questions et faire le temps peut-être ce qu'on n'avait peut-être pas le temps de faire avant. Mais complètement. Oui. On a l'excuse formidable de dire je n'ai pas le temps pour autre chose. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Absolument. C'est très bien. Absolument. Moi, je le vois réellement comme quelque chose de très positif et il faut continuer là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un d'utopique, hein, je ne suis pas en train de dire que tout va très bien, non, bien sûr, mais est-ce que je peux quand même continuer à avancer mon petit bonhomme de chemin? Oui, je peux. Oui. Alors, il y a une dernière question plutôt. Alors, je vous ai mis. Oui. Dites-moi. Soumia Boudrietta qui dit étant en congé exceptionnel, l'employé s'efforce quand même de fournir un travail, même si ce dernier n'est pas obligé. Mais son responsable qualifie ça tout simplement par des propos comme c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire qu'on ne doit rien faire. Comment réagir face à ça et comment rester résilient? Alors, il y a plusieurs aspects dans ce partage d'expérience. Il y a un aspect réglementaire que j'entends très fortement. Je ne suis pas obligée de faire, mais je fais quand même. Donc, sachez que vous êtes maître de la situation, enfin, dans la mesure où vous êtes en congé. Si vous avez décidé de fournir un travail, vous le faites de bon cœur, déjà. Donc, l'idée de se dire, voilà, je ne suis pas obligée, certes, vous n'êtes pas obligé, mais mettez-y quand même une forme d'élan. Après, le deuxième sujet, c'est l'opposition du manager qui peut vous avoir dit, semble-t-il, bon, il faut quand même faire. Il y a rien à faire, mais il faut faire quand même, en gros. C'est ce que je comprends. Il faut comprendre que dans cette phase-là, vous allez voir les personnes autour de vous vont réagir totalement différemment. Vos proches vont révéler des états émotionnels que vous ne leur connaissiez pas. Vos managers réagissent pareil. Le fait de ne pas aller au bureau tous les jours, le fait de ne pas vous avoir face à eux, de ne pas pouvoir, je dirais, entre guillemets, contrôler la situation, les met dans un état d'anxiété. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, il faut être capable de comprendre ce que l'autre vit. Je dis toujours, j'ai cette expression pour ceux qui me connaissent, de changer de lunettes, se mettre dans les baskets des autres. C'est-à-dire que votre manager, dans la situation présente, est en état d'anxiété, semble-t-il, car il ne contrôle pas la situation. La situation étant nouvelle pour lui et pour vous. Donc, je pense qu'il s'agit de mettre beaucoup d'intelligence et d'empathie de part et d'autre pour comprendre ce qui se passe. Laissez passer la tempête. Il peut y avoir une période où il y a des reproches. Laissez passer les reproches pour ensuite peut-être faire une petite mise au point de partage d'expérience sur ce que vous avez ressenti par rapport à l'événement ou la situation concrète et que le manager puisse aussi vous faire son propre feedback. Parce qu'en fait, il faut savoir reconnaître les moments où il ne faut pas échanger. Votre manager est d'anxiété extrême,
faites attention, n'entrez pas en communication frontale. À ce moment-là, il va y avoir du conflit. Vous allez nourrir un conflit qui ne va donner rien de bon. Vous n'êtes pas apaisé, il ne sera pas apaisé et vous n'allez rien en sortir de bon puisque vous n'êtes pas en plus en situation habituelle de communication. Donc, mon conseil là-dessus, il y a plusieurs sujets, c'est faites en sorte de tempérer les choses. De part et d'autre, il faut savoir faire preuve d'empathie et de tempérer. Tout le monde vit une situation difficile et certains managers, pour eux, c'est une situation inédite. Sachez, j'ai beaucoup croisé de managers qui sont encore juniors sur leur fonction. Imaginez s'ils doivent faire face à une situation pareille sur la gestion d'équipe. Ils sont en panique totale. Donc déjà, en situation au bureau, certains managers ont des difficultés de gestion d'équipe. Alors à distance, oui, c'est tout à fait compréhensible. Oui. Donc il faut tempérer les choses, laisser les choses passer, ne communiquez pas lorsqu'il y a de la tension. Proposez de se rappeler un peu plus tard dans un moment plus opportun. Faites preuve d'intelligence émotionnelle en apaisant les choses plutôt que de les attiser. Et bravo à vous qui travaillez en congé, c'est tout à fait louable. Néanmoins, je sens une forme de culpabilisation derrière. C'est-à-dire que, oui, vous n'êtes pas obligé de travailler en congé. Je sens qu'il y a une forme de relation un peu difficile entre cette personne et le manager. Je vous invite à apaiser la relation dans cette situation-là. Parce qu'en fait, vous allez avoir des émotions qui vont être décuplées. Donc, vous n'aurez pas un pouls réel de la situation. Vous seriez au bureau, ça se serait peut-être réglé très, très rapidement. Vous seriez en congé dans une situation normale, on ne vous aurait peut-être pas contacté. Oui. Oui, effectivement. En fait, il faut aussi se mettre un petit peu à la place des entreprises qui sont aussi anxieuses de la situation, hein. Et qu'on se dit peut-être que la moindre action de la part de nos collaborateurs pourrait peut-être sauver la mise, hein. Donc, c'est ce manque aussi de visibilité qui pousse peut-être, je ne suis pas en train de justifier les agissements des employeurs, mais j'essaie juste peut-être de donner une explication, hein. Ah non, mais dans ce sujet-là, dans cet exemple-là, personne n'a totalement tort ou personne n'a totalement raison. Nous n'y sommes pas, moi je ne juge pas la situation, hein. J'apprécie juste quelques éléments qui me sont donnés en disant, vous n'êtes pas dans une situation normale. Et ça, par contre, voilà, les personnes qui continuent à penser qu'on est dans une situation normale sont encore dans la phase de déni ou n'ont pas encore dépassé la phase d'acceptation. Nous ne sommes pas dans une situation normale, tout est démultiplié. Nous sommes dans un accélérateur de particules qui fait que nos émotions sont bousculées de part et d'autre. Pensez-y à chaque fois que vous avez des échanges, ça vous permettra de relativiser un peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Très, très bien. Ben là, je pense qu'il y a plus de questions. Voilà, donc. Oui. Alors, moi, je ne vois plus de réaction, mais. Oui. Moi non plus, je vois plus de réaction. Donc, s'il n'y a plus de réaction, je peux vous laisser le mot, peut-être le mot de la fin, Dalila, si vous n'avez pratiquement rien à ajouter. Écoutez, je pense qu'on a balayé en tout cas les thématiques, en tout cas la thématique telle que je l'imaginais. Ça reste une introduction. Attention, je n'ai pas la prétention d'avoir tout balayé sur la résilience. Je voulais juste vous apporter une forme de carburant qui vous permette d'avancer et d'entrevoir que les choses sont possibles. Actuelles, même si on n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est certain. Certains ont plus de difficultés que d'autres. Je vous invite à de la solidarité aussi, à du partage d'expérience. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi à travers ce webinaire. Partager une forme d'expérience, faire preuve de solidarité dans des moments un peu difficiles et surtout, rester positif. Tous les jours, chaque journée est une forme de victoire et sachez reconnaître vos victoires personnelles au quotidien. Faites-vous du bien en avançant dans vos projets, tout doucement, mais sûrement, et gardez le cap. Voilà.
J'en aurais fini. Je ne sais pas, Yasmine, si tu m'as entendu. Si tout le monde m'entend d'ailleurs. Je pense qu'on vous entend. Yes, oui, oui, Parfait. Écoutez, on a perdu Yasmine, mais je suis là. considère donc que vous m'avez… Ouais, 5 sur 5, c'est parfait. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accueillir sur la plateforme sympathique pour l'initiative. Voilà, ravi. Et puis pour ceux qui auraient d'autres sujets en tête, qui souhaiteraient développer certains sujets, en savoir plus, voilà, n'hésitez pas sur la page d'Emploitique, j'imagine, vous avez la possibilité de proposer des thématiques peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire part. On essaiera d'y répondre au mieux. Et j'espère que voilà, le partage vous a permis justement de recharger les batteries et d'avoir quelques idées pour cet après-midi. Parce que voilà, je vous lance un défi, il faut commencer dès maintenant. Tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Enfin, je ne sais pas si vous Au revoir m'entendez. et merci beaucoup. Au revoir. Ok, au revoir.